Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, incroyable, je change un petit peu mon intro parce que je suis bouleversé. J'ai un intrus qui va apparaître ici. Ici. Oui, l'ami Thierry qui est Alors, avec nous. j'entends, hein. Incroyable. Oui, non, pardon, excuse-moi. J'ai Non, mais entendu l'intrus, hein. c'est vrai, mais pourquoi l'intrus? Parce qu'on va pas parler d'un film hasardeux comme ça. Si j'ai dit intrus, c'est que c'est pratiquement le titre. Le titre en VO étant The Intruder. 1962, réalisé par Roger Corman, c'est écrit là-dessus. Roger Corman que vous connaissez bien sûr hein, pour plein d'adaptations d'Edgar Allan Poe, entre autres, la petite boutique des horreurs aussi, et qui, en cette année assez difficile pour les États-Unis, notamment dans le Sud, enfin, ces années au pluriel difficiles, ose nous faire un film très engagé, politique, avec, dans le rôle principal, un certain William Shatner, oui, qui ensuite se fera connaître dans Star Trek, mais qui n'était pas hyper célèbre à l'époque. Je crois qu'il jouera peu après dans la quatrième dimension aussi, hein, donc c'est un peu ce style-là. Et avec d'autres actrices-acteurs aussi qu'on peut citer, notamment Léo Gordon, Robert Earnhardt ou la jeune à l'époque Beverly Lunsford, qui joue une adolescente, un rôle très important dans le film. Il y a même Jeanne Cooper qui apparaît dans un rôle important et qui aura une carrière pendant 40 ans dans les Feux de l'amour. C'était elle qui jouait Catherine Chancellor, oui, une doyenne qui depuis a été battue, hein, au record de longévité par Eric Braeden dans le rôle de Victor Newman. Mais bon, restons centrés sur un film qui n'a rien à voir avec les Feux de l'amour, même s'il y a des idées de romance par moment, mais c'est de la manipulation derrière. Un film qui est totalement ancré dans le sud des États-Unis de l'époque, où arrive un inconnu, un étranger, un intrus, d'où le titre, nommé Adam Kramer, qui vient porter sa bonne parole à lui, hein, terrible, puisqu'il vient raviver des tensions racistes dans un endroit qui avait l'air à peu près tranquille, mais on sent que c'était encore sous-jacent dans la haine, et avec son complet blanc, voilà, c'est vraiment le démon habillé de blanc, il va raviver donc cette nostalgie raciste, esclavage, ségrégation, encore les ségrégations à l'époque, dans une ville où pourtant il y a un quartier afro-américain et où on peut désormais, dans une école, avoir une certaine mixité. Sauf que, évidemment, en arrivant là, il va à nouveau relancer donc ce passé du Ku Klux Klan, etc., avec un discours très manipulateur, tout en étant très gentil, vous voyez, très affable avec les gens. C'est assez terrible, hein, puisque c'est un film qui a été tourné dans une époque où c'était encore une réalité, à un endroit où il y avait ce sentiment-là, et c'est un film que notre cher Thierry, ici présent, a découvert durant le confinement et qui voulait à tout prix mettre en avant un jour. Voilà qui est fait, je l'ai découvert sur le tard. Mais Thierry, tout d'abord, donne-nous ton ressenti personnel sur ce film et dis-nous à quel point pour toi il est très important. Alors, donc effectivement, je l'ai découvert pendant le confinement. Ça a été du coup l'occasion de beaucoup militer, hein, pour la réhabilitation de ce film. Alors bon, je pense pas avoir apporté une énorme pierre à l'édifice puisque au moment où je l'ai découvert, il venait justement, d'avoir une nouvelle mise en lumière par Arte. Nous, on en a parlé dans certains Lama Show. C'était d'ailleurs l'un des sujets de l'émission. On était confinés, on faisait des émissions à la maison et on voit, ce film-là de Roger Corman. Voilà, moi, Roger Corman, c'est un nom qui me parle assez facilement, donc je me suis dit: «Allez, on se lance là-dedans». Ça a été merveilleux, j'ai écrit un article dessus, je l'ai remontré, je crois, le jour même à la coloc, tu vois, en mode: «Non, non, on regarde ça tout de suite, c'était trop bien ce matin, on le revoit encore une fois». Et depuis, ouais, j'essaie de le montrer à pas mal de gens. La dernière en date, c'était il y a quelques mois, j'avais, Artopolis que tu connais et les 2 intervenants de la table en formica qui sont venus, à la maison et je leur ai montré le film et ça a été vraiment, un grand moment. Ils ont vraiment beaucoup apprécié. Donc c'est le genre de film où déjà tu te trompes pas. Tu veux le montrer à quelqu'un, c'est difficile de pas l'aimer. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est un film important? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a eu des films qui en ont mieux parlé depuis. Par contre, c'est vrai que voilà, quand tu regardes le film, c'est un film qui te dit, hein: «Le racisme, c'est pas bien d'être raciste, hein, tu es vilain si tu penses comme ça». On le sait, même la réaction est très épidermique, même un raciste à l'heure actuelle ne le sera pas de façon aussi, enfin, on va dire, ignorante, Hum. enfin, même si généralement le racisme, c'est quand même le propre de l'ignorance, mais bon, il
Il y en a qui vont te dire: «Ah non, bah, je les tolère, mais dans certaines conditions», alors qu'à l'époque, c'était: «Je ne les tolère juste pas du tout». C'était la simple existence d'un homme noir dans ma ville, c'était inconcevable, voilà. Enfin, ce que tu me diras, oui, effectivement, ça n'a pas tant changé que ça. Mais un film qui, voilà, qui dit ça à l'époque, c'est là qu'il faut recontextualiser, c'est là que c'est super important. C'était sacrément nouveau. On est en 62, ce qui se passe dans le film, donc cette école qui accepte de la mixité, c'est en train de se passer en direct, en fait, dans la Ouais. ville en question. Voilà, on va parler du contexte de tournage parce que c'est là que normalement, enfin, j'ai presque envie de dire que normalement, le contexte de tournage, on est censé le laisser de côté. Voilà, moi, je m'en fous de savoir si, ah, le film est pas très bien parce qu'il y a eu tel problème et tout. Non, on est censé juger le produit fini. Malheureusement, ce produit fini-là est totalement indissociable de son contexte de tournage parce que ça va même jouer sur la diégèse du film. Et effectivement, on est dans un état où l'école vient d'accepter la mixité, où les habitants sont pas d'accord et tonton Corman se ramène avec sa caméra en se disant: «Je vais autant filmer ça que créer ma fiction à l'intérieur». Ça dit quelque chose, voilà. Donc le film sera peut-être pas important aujourd'hui. Voilà, quelqu'un qui milite pour ces sujets-là va rien apprendre de nouveau. Par contre, si on le contextualise et si on y réfléchit 2 minutes, il te montre parfaitement, l'embrigadement des gens. Il te démontre tout à fait comment, ben, des gens, même chez nous, par leur discours politique, hein, on pense à Zemmour, on pense à ces gens-là, réussissent à embrigader en utilisant le populisme. C'est une leçon de populisme en, Mmh. 1h20, quoi, et c'est très efficace. C'est évidemment très vulgarisé, mais tu peux pas ne pas être pris par ça et tu peux pas ne pas, en fait, voir des parallèles avec énormément de discours haineux, et sans fond, en fait, que tu croises partout, tous les jours, quoi. Si je dois C'est résumer ça, vite fait. c'est ça. Moi, j'ai été frappé par, une forme de réalisme. Alors, il y a peut-être des emprunts, je ne sais pas, hein, au néoréalisme quelque part, dans l'idée de prendre vraiment des gens locaux qui se rapprochent dans la foule quand il y a un discours, on y reviendra après en détail. Après, évidemment, il y a des scènes qui sont du pur cinéma, hein. Scènes de dialogue, des scènes avec de la surimpression. On fera quelques petites apartés là-dessus plus tard. Mais moi, j'ai été marqué par le témoignage historique du film, en fait, parce que moi qui suis passionné, entre guillemets, mais qui m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Amérique, c'est un film qui est assez, je le dis, hein, miraculeux pour 1962. Alors, c'est pas une grosse production, c'est pas Hollywood derrière. Mais C'est d'ailleurs, sûrement le d'ailleurs ce qui film, lui a permis d'exister. c'est ça, oui, oui. Et le film qui a quand même été très interdit dans certaines. Je crois qu'il est jamais vraiment sorti à l'époque dans des grands cinémas. C'est plutôt dans des drive-in, etc. Ou des séances de minuit et tout. C'est assez incroyable de faire un film comme ça à l'époque. Mais ça, c'est un peu la magie Roger Corman qui osait des trucs, hein. C'est quelqu'un qui était très, très au courant de ce qui se passait dans le monde, et surtout aux États-Unis, et qui osait faire des choses. Alors, bien sûr, il faisait aussi des adaptations, films un peu d'horreur, etc. Mais il ne faisait pas que ça. Je crois qu'il a fait aussi un film un peu de guerre. Enfin, il a beaucoup tourné autour de plein de styles. Et il osait vraiment. Et là, il prend ce sujet-là. Alors, peut-être aussi un petit peu, hein, par opportunisme, pour gratter en disant, ouh, là, le spectateur, il va s'intéresser à ça. On va voir quel choc ça va commettre. Mais je pense aussi par idéalisme, quelque part, il voulait mettre ça en avant parce que je pense qu'en 1962, un tel film, ça n'a jamais été vraiment fait avant, aussi centré sur les choses. En plus, ça se passe dans le sud. Il est allé tourner quand même dans des endroits où c'était la réalité, comme tu le disais. 5 ans à peine après l'affaire qui a fait beaucoup de bruit à l'époque des 9 de Little Rock, où les premiers donc afro-américains ont été acceptés dans une université. C'est une scène qui a été reprise en Forrest Gump, hein, pour faire simple, où justement on voyait l'Amérique divisée, hein. La loi contre la loi des États du Sud contre la loi de Washington. Et ici, ce film recontextualise autrement en montrant la loi du peuple, une milice, hein, parce qu'il y a une milice qui va se former, contre la loi qu'ils subissent ces gens-là parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qui a été décidé à Washington. C'est l'histoire de l'Amérique, ça. C'est ce qui a mené à la guerre civile aussi à l'époque, à l'esclavage, machin, etc. On connaît l'idée, hein. Et ce qui est terrible ici, c'est tout ce jeu derrière. William Shatner est absolument extraordinaire dans un rôle à contre-emploi de ce qu'on lui connaîtra après, qui a dû être très difficile à tenir. C'est pas facile de jouer un truc comme ça. D'ailleurs, ça aurait pu lui bousiller sa carrière, hein. Ça aurait pu. Bah, cela dit, alors est-ce que ça lui a bousillé d'une certaine manière? Je sais pas, mais de toute façon après, Oui, ça l'a enfermé dans une image aussi. c'est vrai. Parce que c'est vrai que, Shatner comme Corman, un même combat, hein, pour eux au final, d'une certaine façon. Ils sont de la même génération en plus, donc ça joue un petit peu. Enfin, Corman est un petit peu plus vieux, mais bon, comme je dis, enfin, ils sont très âgés, à l'heure actuelle, dirons-nous. Donc non, oui, pas de la même génération, j'exagère un peu. Oh, il doit y avoir Hem, 10 ans d'écart à peu près, un peu plus, un peu ouais, moins. bah, ça, bah, oui, Shatner, il a 29 ans, quand ils font le film.
Ouais, il doit avoir, Donc, oui, c'est ça, oui, il doit y avoir une dizaine d'années d'écart. ouais, une dizaine, un petit peu plus parce que, ben, il est attends, Corman a 97 ans, à l'heure actuelle. Bah, cela dit, ouais, non, je crois qu'il a dépassé les 85, hein, Ouais. Shatner, donc oui, ce serait pas étonnant. À vérifier. Mais, effectivement, on parle à chaque fois, tu sais, enfin, quand tu entends des fois les gens qui parlent de clivage américain politique avec notre filtre à nous, Oui. c'est assez ridicule de le faire parce que bon, quand on dit: «Ah, les démocrates, c'est la gauche, les républicains, c'est la droite». Non, pas vraiment, hein. Les démocrates, c'est bien, c'est la droite, déjà dure chez nous, mais modérée chez eux, quoi. Mais, effectivement, Corman et Shatner représentent, presque, même si eux vont devoir s'affilier à des partis existants, bien malheureusement, mais représente dans la pensée et dans ce genre de travail des fois un peu punk, on va dire pour l'époque, une gauche un peu silencieuse mais existante. Et Shatner lui, bah, il s'est spécialisé là-dedans puisque bon, c'est quand même lui qui va, vraiment amener Star Trek et le populariser, utiliser son image, voilà, à ce moment-là un peu populaire pour justement amener ça en avant avec Nimoy, avec tous ces gars-là. Enfin, c'était quand même des militants au-delà enfin, en plus d'être des acteurs. Enfin voilà, Star Trek, c'est quand même, la série qui a amené le premier baiser Mmh. interracial, hein, bien mauvais sujet, mixte, on va dire, de Mmh. l'histoire. C'est le premier truc où tu vois une femme, noire avec un poste à responsabilité. C'est, l'un des premiers ers enfin, c'est l'une des premières séries qui va intégrer, un homme asiatique enfin, ouvertement homosexuel. Je dis bien ouvertement dans le sens où George Takei était un gars qui n'a jamais hésité à avouer ça quasiment dès le début et qui en plus venait des camps de concentration américains pour prisonniers japonais. Je veux dire, c'est pas anodin. Ce casting se retrouve tous ensemble et sous l'impulsion de mecs comme Shatner. Donc Shatner a beau être aussi un gars très rude, hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui a des propos des fois un peu violents quand il n'aime pas quelque chose, mais il représente, voilà, un certain engagement et une certaine avancée des mœurs, des représentations des mœurs en Amérique, que Corman a totalement embrassé par ce film. Corman, c'est pas son coup d'essai. Dans La Petite Boutique des Horreurs, tu as quand même des réflexions sur la place justement, des gens un peu invisibles. Tu as quand même pas mal de choses. Moi, je pense aussi, tu as Not of the Surf qui était, parce que j'en ai pas vu tant que ça, donc du coup, des fois, je tourne un peu en boucle autour de ceux que j'ai vus. Mais tu avais celui-là où justement, enfin, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui, doit récupérer un certain, type de sang, pour pouvoir sauver sa planète et du coup, ne sachant pas comment faire, il se met à tuer les gens au fur et à mesure en récupérant des groupes sanguins différents et en le testant sur une machine pour voir si ça va être compatible. Mais il y a tout un débat justement sur, bah, la sauvegarde de l'espèce, enfin, doit-on, exterminer pour survivre? Voilà. Corman utilise des sujets, politiques, voilà, enfin, dans le film en question, il parle de gens plus impurs que lui, heu, que l'on ne doit pas hésiter à tuer parce qu'ils sont plus impurs, par exemple. Voilà. Là, c'est un peu tout le sujet aussi. Donc oui, ça m'étonne pas. Enfin, j'ai un peu divergé, mais Non, mais c'est parfait parce que c'est l'idée dans le sens aussi où Corman jouait beaucoup sur les peurs, la psychologie humaine. ouais. C'est pour ça qu'il s'est intéressé à des adaptations d'Edgar Allan Poe. Faut pas, Oui, ça bien ça sûr. paraît différent, mais pas tant que ça. Mmh. Parce que la folie, la peur dans chez Edgar Allan Poe, la psychologie bizarre, là, c'est ce qu'on a exactement dans le film. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est hyper intelligent, c'est une sorte de bourgeois, nouvelle classe américaine, et cetera, tout propre sur lui, qui vient avec mépris, et on le sent de toute façon, porter la bonne parole chez les bouseux, hein, les rednecks du Sud. Grosso modo, l'idée, elle est là. Et ces gens-là, malheureusement, se font manipuler parce que de génération en génération, il y a eu voilà, cet héritage, tradition. C'est terrible que certains gens du Sud ont vécu après coup. C'est terrible parce que certains, il faut le dire, hein, sont devenus racistes par héritage sans même se poser la question. C'est C'est une des viol- produits de leur époque, c'est ça, et c'est c'est ça ça. la Mmh. violence du propos, parce que là, on sent quand même qu'il y a des gens qui sont perdus. Il y en a certains qui ont probablement l'idéologie très centrée, comme ce propriétaire de terrestre qui est probablement descendant d'un ancien maître d'esclaves avec plantation et tout. Tu le sens d'ailleurs, l'héritage de celui qui aurait pu avoir une plantation 100 ans avant, hein, clairement. Mais il y en a d'autres qui sont paumés là-dedans. Il y en a même qui doutent. Il y a des personnages qui évoluent dans le film aussi, qui se Mmh. questionnent, qui vont prendre parti, Bien au sûr. contraire, pour l'intégration. Et là, tu as lui qui arrive. Alors, le début du film est brillant là-dessus. Il débarque dans un bus. Bon, pour faire référence, si vous voulez, un peu à ces histoires aussi, ségrégation, on va penser au bus aussi. Mais bon, c'est juste qu'il arrive en bus parce qu'à l'époque, on arrivait en bus aussi, surtout. Et en regardant à la fenêtre, on voit des gens qui travaillent dans un champ. Et ça le fait sourire parce que lui, ça lui rappelle qu'avant, c'était des esclaves. Là. Alors que là, c'est juste des employés qui sont payés. Hein.
si tout va bien. Déjà, tu as ça, et quand il débarque, il est très, on le montre, mais alors très adorable, avec une petite fille, tout ça. Limite, au début, si tu ne connais pas le film, tu sais pas de quoi ça va parler, tu te dis, oh, le gars, il a l'air sympa, tiens, on aimerait bien lui payer un verre derrière. Et très vite, tu vois très bien qu'il va jouer avec sa manipulation. Et pour lui, c'est très simple de rentrer dans la tête de ces gens. Et derrière, ce qu'il fait est horrible, d'ailleurs. Parce qu'il va quand même séduire une jeune fille qui va avoir 16 ans, une sorte de détournement de mineur, hein, et il fait ça à ses propres fins pour ensuite arriver à faire germer en elle quelque chose. Moi, je trouve Oui, oui, ça, c'est ça. C'est vrai d'une qu'effectivement, elle violence va commettre psychologique. Le film est d'une violence psychologique absolue. Et c'est pas loin d'être une forme de potentiel film d'horreur à certains moments. Enfin, l'horreur sociale et réaliste de l'époque. Oui, bah, ça en même temps, enfin, ça te prend aux tripes pour ces raisons-là. Et ça joue vachement bien de ça. Effectivement, le passage avec la jeune fille est assez horrible. Donc ce côté, en plus, elle va demander au jeune garçon noir qui a réussi à rentrer dans Oui. l'école de l'aider à faire quelque chose pour hurler au viol, dans la cave. Mais voilà, et ça, c'est assez intéressant aussi de se dire que le moment où, on révèle un petit peu tout ça, heu, la caméra a suffisamment d'intelligence pour te montrer des hommes enragés plus que cette jeune femme apeurée. Alors, Oui. sans dire qu'il y a une volonté de ne pas blâmer la femme parce que il y a aussi le côté, bon, ben, oui, forcément, elle a fait ça, donc ah là là, la manipulatrice. Mais on sent que c'est quelqu'un qui s'est fait totalement dépasser puisqu'elle est quand même animée de plein de bonnes intentions et qu'elle a aussi tout le raccord avec son père, puisque son père fait partie des personnes qui vont aller, faire la marche avec, bah, les jeunes de couleur pour justement aller à l'école. Enfin, il y a aussi une opposition qui est enfin, cette Hum. famille qui ne se comprend pas parce qu'on a quand même, la mère qui, elle, ne donne jamais d'avis, mais dit clairement à son mari: «Tu fais une énorme connerie», jusqu'au moment où elle réalise que non, elle est enfin, non, c'est pas bien de penser comme ça et allez, on va le soutenir jusqu'au bout. Mais du coup, c'est assez intéressant, cet enfant est perdu dans ces 2 facettes de l'Amérique. Celle qui, veut avancer et l'autre qui, par peur, préfère rester là où elle en est sans se prononcer. Il y a la troisième facette qui est celle qui préfère condamner sans réfléchir et voilà, il y a, c'est assez intéressant de montrer cette dualité, voilà, à travers les 2 parents, qui sont des personnages que je trouve assez intéressants. Mais ouais, enfin, il y a énormément de prises de lecture et comme tu le dis, enfin, voilà, moi, ça revient à ce que je disais sur l'idée de populisme. Ce personnage débarque dans cette ville et c'est au final un miroir de Corman. Tu sais, quand tu disais justement, Hum. est-ce que Corman ne vient pas des fois par opportunisme, en mode on va aller titiller le sujet parce qu'on voit que ça marche un peu. Il arrive à faire le miroir avec ce personnage qui débarque là, parce qu'il sait pertinemment ce qui s'y passe et qui a juste envie d'attiser les foudres. Dire au début, on a l'impression il se présente comme un journaliste qui vient juste, poser des questions sur ce qui se passe. Donc au début, tu te dis pas, «Bon, le personnage, a de mauvaises intentions». Bon, tu t'en rends compte assez vite, mais dans les 5 premières minutes, tu peux te laisser duper et puis quand tu vois que la première question qu'il pense, c'est, «Mais vous êtes d'accord avec ce qui se passe? Vous trouvez ça normal que des nègres puissent atteindre votre école? C'est normal ça?» Et voilà et il veut atteindre le non, c'est clairement ce qu'il cherche à faire et il va chercher les gars les plus faibles. Tu vois, il y a les gars aussi qui l'entraînent à aller casser, brûler des maisons, voilà, attaquer les quartiers justement, ben, paupérisés de la ville où ils savent très bien qu'ils vont atteindre, bah, justement les gens qu'ils cherchent à atteindre et quand on voit les 2 gars, ils sont beaucoup trop couillons pour avoir pensé à ça par eux-mêmes et ils regrettent presque après leur acte en se disant: «On est quand même contre, mais on est peut-être allé trop loin». Ouais, Donc on ouais. sent qu'il y a un côté tant que lui attise le truc, ça marche et il suffit que, ben, de lui faire perdre un petit peu, son aura pour, ben, révéler la supercherie à tous. Oui, c'est vrai. Bon, là, au passage, on est rentré dans une zone spoiler depuis 3 minutes, mais on va Oui, oui, développer. bon. Bon, après, c'est pas le genre de film. Vous allez pas être surpris par ce qui va se passer, à la rigueur, hein. Si ce n'est la toute fin, oui, bon, et encore. Mais c'est vrai que il y a donc ce jeu mental qui est absolument horrible et qui fait que, d'ailleurs parfois que les gens agissent, comme tu le dis, sans trop réfléchir avant. Mais après, finalement, on peut imaginer que beaucoup de personnes dans cette ville vont ressortir grandis de ce qui s'est passé, et tant mieux. Je pense que le message final est très espoir de l'époque. Ça va ouvrir les yeux et ça va aller mieux. C'est très naïf à sa façon, mais Et c'est pourquoi pas, en certain, fait? naïf. Mais bon, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu disais qu'il se fait passer pour une sorte de journaliste ou de quelqu'un qui travaille pour une organisation mystérieuse privée. Genre, c'est pas l'État, hein. Quelqu'un de privé. Donc, on voit ici l'opposition. La Patrick Henry Society. Alors, Patrick Henry, c'est le nom d'un révolutionnaire qui est très indépendantiste et tout, qui, sur la fin de sa vie, s'est prononcé contre l'esclavage. Donc, c'est presque ironique ici quand on y pense. C'est des gens qui ont évolué, justement, qui, pendant leur existence foncé droit et qui à la fin ont réfléchi. C'est peut-être le message du film aussi. Et puis alors, ça donne lieu à des scènes. Alors
petite précision, c'est vrai que c'est intéressant de mentionner cela. On a le point de vue de certains Afro-Américains, donc de ce jeune garçon, enfin qui a 17 ans, hein, lycéen, l'un des 10 qui est accepté. On nous fait rentrer dans sa famille à un moment. Scène très très déchirante d'ailleurs, parce qu'avec son petit frère, on voit, lui, il a envie d'y croire à l'intégration, au progrès. Et le petit frère, lui, il est là en mode, il a été attisé par la haine autour de lui, il sort son faux flingue et dit, ah, tu devrais prendre un flingue avec toi parce qu'il faut les tuer, parce que tu vas te faire... Alors, on voit l'idée quand même que c'est difficile. Et la première fois où on voit ce quartier pauvre, juste avant, c'est du point de vue de Kramer, donc William Shatner, qui a ce sourire narquois en voyant la pauvreté, en se disant, bah ouais, ils sont là, mais ils sont dans ces conditions-là, et limite, ça, on a l'impression qu'il prend un malin plaisir à les voir Ah, comme il ça. jubile, il Ah oui, il jubile, jubile. il en est content. En fait, quand il passe, tu sais pas vrai pareil, tu peux encore voir ça d'un œil naïf en te disant, «Il vient peut-être pour les aider», pour Ouais, tout mais bon, vu évidemment, ce hein. qu'il a dit avant, Mais c'est c'était vrai déjà... qu'il y a enfin, quand tu penses à ça, tu repenses au plan, tu fais: «Non» et tu remarqueras d'ailleurs que, il y a que 2 personnages qu'il filme vraiment en gros plan au niveau des visages, c'est justement, Adam Kramer et ce jeune noir. Ouais, Voilà. bah, c'est les deux C'est opposés. l'opposition qu'il C'est crée ça. et la seule chose, je crois qu'il filme vraiment en gros plan, c'est les points de notre personnage à un moment où il y a une scène de violence et c'est quasiment tout et il va filmer aussi cette jeune femme, mais moins près quand même, on va moins Mm. capter l'émotion dans les plans qu'il essaie de faire. Donc il y a vraiment un côté, il oppose 2 points de vue, mais il efface très rapidement un point de vue dès l'instant qu'il fait tomber le masque pour nous, spectateurs. Mm. Enfin, je trouve que la caméra, en fait, est beaucoup moins, admirative de Kramer dès l'instant qu'on connaît ses dessins. Ouais, et puis après, bon, il y a cette scène aussi de discours prédicateur qui est très justement, voilà, c'est le prêcheur, hein, c'est l'anti-Martin Luther King, C'est du clairement. télévangélisme, quoi, C'est ça, mais presque. oui, mais c'est ça, c'est le the demon in white. Voilà, c'est parfois le diable, non, c'est pas quelqu'un de cornu qui crache des flammes, c'est aussi, bah, à un moment, il est quand même représenté en tant que démon, en subtilité ou pas, non, mais justement, c'est le côté visuel ultime, mais elle est nécessaire cette scène, hein. Il y a une scène de cross burning, donc on brûle la croix, Ku Klux Klan. Ce qui est terrible d'ailleurs dans cette scène, c'est tout ce défilé quasiment militaire où on voit Adam Kramer, tel un général, le seul qui n'a pas le masque du Ku Klux Klan d'ailleurs, hein, Mmh. qui tire derrière lui tous les gens déguisés en fantôme blanc, hein, de cette organisation, qui était illégale hein, d'ailleurs à l'époque au passage, hein, depuis longtemps, mais bon, hein, illégal justement dans le sud, ça voulait dire quelque chose. Illégal, c'était contre Washington, donc ça passait. Et il y a donc cette croix brûlée, bon, qui rappellera évidemment, je pense que Spike Lee a dû adorer ce film, par exemple. Vous voyez, tu vois, parce que dans Black Klansman, à un moment, il y a la scène comme ça, et on n'en est pas loin hein, de la reprise, je pense, mais bon, peut-être un hasard aussi. Et du coup, la surimpression de la croix qui brûle avec le personnage Adam Kramer, c'est ça. Bon, ça manque peut-être de subtilité, mais à ce moment-là dans le film, ça fait tout son sens. Parfois, du coup, on peut critiquer certaines grosses pattes et tout, mais là, dans le rythme et dans la position du film, il l'a fallait, quoi. Non, Ça... puis je pense que voir un film de Roger Corman, c'est accepter que ça n'a pas de subtilité. Enfin, je veux dire, ça fait partie du truc. Enfin, si on lui reproche à terme, c'est dommage. Je pense qu'on peut à la limite, on peut se poser la question dès le début du: «Est-ce qu'on veut voir quelque chose qui rentre, avec d'aussi gros sabots?» Mais bon, si tu acceptes de voir le film complet, c'est que tu es parfaitement informé parce que dès le début, c'est quand même déjà très rentre dedans. Donc voilà, enfin donc je te rejoins assez facilement là-dessus, quoi. Et puis à un moment quand même, voilà, il fait du sans faute, jusqu'au moment où bon, après avoir s'être intéressé faussement à sa jeune fille, c'est vrai que c'est cringe quand même tout ça, pour lui faire croire qu'elle s'est faite violer et tout. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui tu regardes ça d'un regard un peu scénaristiquement, c'est maladroit, mais l'époque veut aussi dans le contexte que, hein, tout ça. Et après il va courir à sa perte avec, la séduction de l'épouse de son voisin de chambre là. C'est ça qui va commencer à faire craquer. On voit que le personnage, et c'est ça qui est intéressant. À un moment, Roger Corman, il en fait pas juste le grand méchant séducteur parfait, il en fait quelqu'un, on sent qu'il a ses névroses et qu'il a ses faiblesses aussi. C'est-à-dire que s'il est devenu comme ça, c'est pour masquer ce qu'il est vraiment au fond. On ne sait pas. On sent qu'à certains moments, ils auraient pu aller plus loin, mais on sent ces fragilités-là, parce qu'il n'a jamais réussi à se faire aimer, parce que à un moment, j'imagine que si dans ses relations de couple, il doit être à la lisière du pervers narcissisme, je pense. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. C'est quelqu'un qui est profondément seul Mmh. et qui, justement, s'entoure faussement avec cette fausse image.
Et c'est intéressant Ah ça. bah, La peur ça en aussi. dit long sur ses motivations. D'ailleurs, ses motivations sont questionnées par l'époux justement du personnage féminin qu'il va séduire, qui lui dit clairement à un moment: «Mais tu es juste là pour faire ton intéressant, en fait. C'est On ça. sait même pas si tu es raciste, on sait même pas si tu es un gars qui veut pousser nana à l'adultère. On sait juste que tu es quelqu'un qui a besoin de te donner de l'importance, qui C'est va ça. t'inventer une communauté, qui va t'inventer un truc et qui se dit: "C'est là le bon filon pour me rendre important"». Et c'est peut-être celui de tous dans le film qui a le plus peur. Je pense que c'est ça, Mmh. il a une peur et on sait que la peur mène au racisme aussi, hein. Oui, bien C'est sûr, c'est sûr. mais c'est vrai que son racisme n'est au final, dans les termes qu'il emploie, jamais vraiment évident. Il va réussir à distiller le racisme des autres qui va exploser. Le sien, on sait pas trop. Du coup, voilà, sans dire que c'est pas un raciste, parce que s'il est prêt à pousser jusqu'à Oui, jusqu'à oui. de tels extrêmes une foule et que ça le divertit indirectement, c'est que forcément, il a pas trop de scrupules à faire ça. Mais, il y a un côté, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, en fait. C'est ça que tu sens un peu. C'est pour ça que même si moi j'ai un peu de mal, avec le passage adultérien, qu'on voit dans le métrage, j'ai plus de mal avec, bah, ce qu'ils font du personnage, en fait, féminin, qui est juste réduit à cette fonction-là. Oui, À cette fonction du: «Bon, on t'invente un passé comme quoi, elle a un sérieux souci avec le sexe, donc il y va, il la pousse et voilà». C'est tout ce qu'on en fait et c'est dommage parce que c'est un personnage qui pourrait être un peu intéressant, là où, le personnage donc de l'époux, est pour moi passionnant et en plus, ce qui est hyper intéressant et là, on peut même y voir, tu sais, une espèce de côté réactionnaire chez Adam Kramer qui veut juste attaquer, tout ce qui est progressiste, c'est que quand les 2 personnages se décrivent, il est assez évident qu'elle a eu des soucis, auparavant et lui, il est en mode: «Oui, oui, je l'ai sortie d'une certaine situation, mais même si il faut prendre soin d'elle, il faut faire attention, elle est libre de faire ce qu'elle veut et c'est pas mon objet, c'est pas ma possession, sinon il la laisserait pas toute seule, tu vois, dans un hôtel», et ça, je pense que Kramer, ça lui plaît pas. Il y a un côté, «Attends, c'est pas dans les bonnes mœurs, normalement tu tiens ta femme», tu vois? Ça me plaît, ça m'intéresse. C'est dommage que derrière, ce soit pas contrebalancé par un personnage féminin fort qui sert juste à faire la fonction, oui. là où la jeune femme est enfin, qu'on a décrit tout à l'heure, est bien plus intéressante. Mais en tout cas, on voit un personnage qui a juste envie de foutre le sbeul autour de lui, quoi. Il se dit: «Tout ce que je peux casser, si ça me donne une importance, je le casse». S'il est tout fier, il jubile, hein, quand il lui dit, «C'est parce qu'elle Oui. a fait ta femme, hein, tout à l'heure». Donc c'est juste ça, il a juste envie d'arriver là, au moment où il lui dit ça, en fait. Et que le reste, peu importe comment, il veut juste atteindre les gens autour de lui parce qu'il se dit: «Ouh, lui, il est intouchable, je vais trouver un moyen de le toucher pour me rendre important». C'est à la recherche du chaos parce qu'il a peur de vivre dans ce monde où il se sent pas bien, voilà, on va faire ça comme ça. Et bon, le personnage du coup de Vi, hein, c'est elle, l'épouse du voisin là, de chambre, qui est jouée par Jeanne Cooper, hein, Catherine Chancellor, si vous la voyez, c'est elle. Et c'est parce que elle a cette névrose-là qui va révéler la névrose du personnage principal, je pense. C'est pour ça. Après, c'est vrai que l'écriture des personnages féminins dans ce film est très années 60 en fait, hein, faut pas. Oui. C'est Non, non, l'idée, hein. mais évidemment, évidemment, ça peut toujours être un peu plus travaillé, effectivement, mais Oui, c'est pas le cas. Et après, années 60 ou pas, c'est une récurrence chez Corman, hein. Les oui. personnages féminins chez Corman n'ont jamais été, enfin, c'est un vieux lubrique, hein, Corman, hein. Je veux dire, il aime bien, en plus, dénuder ses personnages, il aime bien les montrer dans des tenues affriolantes, bien plus que d'autres réalisateurs à cette époque-là. C'est comme ça. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'après il est devenu producteur de séries très, très Z, Ah, qui tournaient un peu, vers le nanar sexy, quoi. Ça ouais. fait partie de son ADN aussi, on peut pas le nier, quoi. Et puis on a cette fin, où il perd pied, hein, puisqu'on révèle sa manipulation. La jeune fille est là, annonce qu'elle a menti, parce que merci papa, hein, quand même, qui voilà. Et alors là, moi j'adore cette fin parce qu'il y a quelque chose de fort, je trouve. Adam Kramer est seul, vraiment. D'ailleurs, il finit seul, ça hein, il revient dans son postulat d'avant, donc sa névrose, elle n'est pas finie. Mais la population autour de lui ne se retourne pas et ne va pas le lyncher. Ça aurait pu se terminer comme ça, hein. Je trouve que c'est encore plus fort parce que ça aurait été limite, voilà, il serait passé pour une victime, il aurait pu se faire plaindre Oui. et tout. Non, on le laisse seul, presque avec une possibilité de rédemption éventuellement qui réfléchisse là-dessus. Bon, c'est très lecture américaine, hein, le pardon potentiel, hein, christique, tout ce que vous voulez, hein. Le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, le Griffin, bah, c'est le mari de la dame névrosée du coup. Il est très gentil là-dessus, forme de bienveillance parce qu'il a pitié. Donc ça, c'est la lecture chrétienne, on va dire. Mais c'est limite plus fort que ce personnage d'Adam Kramer finisse seul, comme ça, près de la balançoire où il voulait faire lyncher, enfin, il voulait faire lyncher, où le jeune Joey, donc l'Afro-Américain qui avait été accusé à tort, était sur le point de se faire lyncher. D'ailleurs, il voulait pas, Kramer, il voulait pas qu'il se fasse lyncher. C'est marrant parce qu'à un moment, on a l'impression qu'il a conscience que ça va trop loin.
Bizarre. Et il se retrouve là, dans la position du lynché potentiel. Là. Mais il n'est pas lynché. Et je trouve que cette fin, on ne pouvait pas faire mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Non, non, c'est intelligent parce qu'en plus de ça, et c'est là que ça nous met aussi face à nous-mêmes, c'est que ça nous offre pas, à nous, spectateurs, la satisfaction de le voir se prendre des mandales dans la tronche parce que tu en meurs d'envie. Ouais. Surtout, tu as, enfin, t'as ce personnage, donc du coup masculin, donc voilà, enfin, qu'on voit, son voisin de chambre d'hôtel, qui est quand même décrit comme quelqu'un qui peut potentiellement être assez violent, en Oui, fait, on le voit dès et le début. qui finalement se contient pas mal, et voilà. Mais c'est vrai qu'au début, moi, Ouais. j'étais pas trop fan de ce personnage au début, en mode, enfin, quand même et en fait, non, il te le décrit comme quelqu'un de certes impulsif, mais qui n'est pas du tout si violent que ce qu'il imagine. Mais quelqu'un qui a effectivement de la colère en lui, mais qui parvient à la maintenir. Ce que n'est pas Adam Kramer, en fait. En lui disant: «Tu vois, moi aussi, j'ai peut-être de la colère, j'ai peut-être même un peu de haine sur certains sujets, et pourtant j'essaie de réfléchir, j'essaie d'être au mieux et j'essaie d'analyser les choses autour de moi avant d'agir». Ça fait un miroir qui est assez intéressant. Et oui, tu as pas la satisfaction. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas le: «Merde, ça y est, ils lui ont foutu des coups». Parce que tout ce que tu as dans cette scène, et je trouve que ça te fait ressentir ça aussi, c'est la gêne et la honte. La gêne et Oui. la honte d'Adam Kramer qui n'a pas réussi à se prouver à lui-même qu'il pouvait, mener une foule jusqu'au meurtre. Heu, la gêne et la honte, bah, de cette populace, quoi, qui se rend quand même compte que, on a failli tuer quelqu'un, en fait. Dire, quelle que soit son affiliation, quelle que soit même la haine qu'on pourrait ressentir avec lui, le tuer, c'est beaucoup. Et tout à coup, il le réalise, quoi, quand tu as l'euphorie qui se calme. Et je trouve que ça fait un sujet de fond qui est intéressant aussi. Et toi qui, bah, justement, connais bien l'histoire de l'Amérique, je pense que tu vas, peut-être corroborer mes dires. C'est que ça met aussi l'Amérique, je trouve, face à son besoin constant, de divertissement, le côté, l'entertainment à l'américaine. Ouais. Comment on emporte facilement les gens en faisant des grands gestes, en faisant des trucs, tu vois? Tu parlais d'évangéliser, et nous, c'est quelque chose qui, en France, commence à se populariser. C'est d'ailleurs très dangereux quand on voit la gueule de certains talk-shows et la manière dont, justement, les présentateurs de talk-show ne font que copier, leurs assassins américains. On l'a vu avec l'arrivée de la télé-réalité qui était aussi une copie conforme de ce qui se fait aux États-Unis. Enfin, on américanise le monde, hein, c'est pas nouveau. Mais ça, c'est quelque chose, voilà, l'entertainment à l'américaine, ça a toujours été le cas. Tu avais à l'époque, les vendeurs de lotions qui venaient, qui faisaient leur grand show devant tout le monde pour vendre leurs trucs. Je veux dire, c'est pas nouveau. Ça vient quand même, d'une volonté de, à partir du moment où tu arrives à capter l'attention de la foule, où tu la divertis, où tu l'amuses, et où, si tu cries plus fort qu'elle, c'est que tu as raison. Et ça, on le voit, et ça questionne ça. Bon, ça le questionne pas assez bien, puisque même quand plein de gens l'ont fait derrière, le monde continue de sombrer vers ça. Mais c'est intéressant de voir que même dans les années 60, bien avant des networks, bien avant des films qui vont frontalement dans ce sujet-là, on avait des gens qui questionnaient déjà ça, et bien avant lui, hein, bien avant Corman. C'est pas le premier à justement mettre ça en avant. Mais voilà, moi, c'est toujours ça, en fait, cette espèce de façon de dire à l'Amérique: «Vous vous rendez compte que, vous vous faites avoir à chaque fois, en fait. Dès qu'il y a un gars en col blanc qui arrive, qui le présente bien et qui crie bien, vous êtes content. C'est un gros problème». C'est l'Amérique de l'action et de la réaction avant de la réflexion qui est ici démontrée, enfin dénoncée. L'Amérique violente, hein, qui s'est construite par la violence, c'est toujours ça, qui s'est construite, qui est un pays très adolescent, qui se comporte encore comme un adolescent et qui peut-être un jour sera adulte, ce que on espère. Justement, peut-être à cette période-là, beaucoup de gens pensaient qu'avec la fin de la ségrégation à venir, l'Amérique commencera à s'apaiser, à devenir plus réfléchie. Bon, il s'est avéré que et après il y a eu la guerre du Vietnam qui a enchaîné, tout ça, ça a été compliqué. Puis c'est pas, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Limite, tu peux penser à un certain retour en arrière quand on voit certains politiciens ou qui a été président il y a quelques années. Et c'est vrai qu'on a tendance d'ailleurs, bon, si on peut ouvrir, hein, de voir que le monde a tendance de nos jours à plus à être dans la violence, réaction, immédiateté plutôt que dans la réflexion. Il suffit de voir les réseaux sociaux, on a ce phénomène-là. Donc finalement, voir un film comme ça aujourd'hui, ça peut te poser devant certaines choses et te faire réfléchir derrière. C'est pour ça qu'on aime regarder du cinéma aussi. Hein. C'est que parfois, il y a certains films qui vont plus te faire réfléchir que ce que tu peux voir autour de toi. Hein. Ce qui est con hein, quand on y pense. Et pourtant. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on peut ouvrir, hein, mais c'est un film qui est intéressant là-dessus. Bon, alors, on peut refermer, si vous voulez, les autres spoilers, tout ça, comme vous voulez. Ce qui est... Bah oui, mais hey,
Hein. J'ai encore eu un commentaire l'autre jour en disant ah, tu aurais pu aller annoncer la zone spoiler. Bah, regarde la description de la Tu vidéo. parles de cinéma, on s'en fout des spoils. Enfin, moi, je sais très bien quelle est ma position là-dessus. Mais bien Enfin, si sûr, tu as moi, même je pas suis envie d'accord d'en avec entendre toi. Hein. parler, de toute façon, savoir ce que ça raconte, c'est pas important puisque tu sais toujours pas comment ça te le raconte tant que tu ne l'as pas Non, vu. c'est ça. Oh! Et puis si on veut pouvoir parler de points, on est bien obligé Ah, ben, de dévoiler des points d'intrigue. Ah! de toute façon, c'est comme ça. Hein. Mais bon, je le mets en description toujours. Des gens ne lisent pas la description des vidéos. Là, j'ai envie de dire, bah, Oh, ça il ça faut. t'inquiète pas que nous, on le mettra pas en description. Là, là, là. Et voilà. Non, mais plus sérieusement, voilà, The Intruder, c'est vrai que c'est un film qui, alors, est ressorti en 2018 grâce à Arte aux États-Unis aussi, puis Carlotta qui a fait une édition Blu-ray en 2019 que tu as, je crois, hein, sous la main. Voilà. Voilà, elle est belle, hein, c'est une belle édition qui en dit pas grand-chose, mais qui ouvre une porte. Hein, voilà. Et voilà, il y a même un derrière de couverture incroyable. Ah ouais, Et tu ce qui dit. est intéressant, évidemment, c'est ce qu'il y a dedans, hein, évidemment. C'est le film qui est très important à voir. Alors, comme tu disais à un moment, est-ce que c'est le plus important à voir de nos jours pour le monde d'aujourd'hui? Pas forcément, mais quand on comprend le monde d'avant, on est encore plus à même de réfléchir sur le monde présent. Je pense que ce film montre que il y a des choses qui sont dites là-dedans qui pourraient être redites autrement de nos jours. Oui, Voilà. puis si tu réfléchis à enfin, si tu as envie de t'intéresser au sujet, c'est important de se poser des balises. Et Mm. si tu as envie de te poser la question du comment le racisme a été abordé, dans le cinéma, voilà, enfin américain ou même ailleurs, au cours de l'histoire, celui-là est un passage assez important. Tout comme tu peux avoir, bah, voilà, des mandingos de flécheurs que moi j'avais un peu rejeté en bloc au début et qui est super intéressant sur cette question-là. Enfin, tu as plein de passages, hyper intéressants et celui-ci, voilà, si c'est un sujet qui te passionne, il est plutôt conseillé de le voir parce que ça en Oui, parle plutôt bien. voilà. Maintenant qu'il est disponible assez largement, foncez avec une belle remasterisation, tout cela, qui garde ce noir et blanc qui est impeccable, hein, qui joue beaucoup sur les contrastes aussi, on n'en a pas parlé, mais ça colle parfaitement. Il fallait pas que ce film soit en couleur, ça, c'est sûr. Oui, avec malgré les limitations budgétaires de Corman, il arrive à faire quelque chose de très joli, bah, de très efficace comme souvent en Oui, fait, hein. parce qu'il sait placer la caméra. C'est subtil, que ce soit des plans loin Ouais. d'ensemble ou près, Ces plans il est sont des, très composés, ouais. voilà, mais c'est parce qu'il réfléchit là-dessus. Donc, et puis, l'ami Thierry ici présent, là, vous le retrouvez un peu partout. Alors, un peu partout, oui et non, mais oui, sur YouTube, là, par exemple, chez Microciné, parfois. Bientôt, tu prépares une émission, je crois, hein, voilà, qui sera peut-être déjà en ligne avant ce duo, je ne sais pas, mais C'est possible parce que si tout va bien, on l'enregistre demain alors, et elle demain, là, devrait être montée quasiment dans la foulée puisque la personne qui va s'occuper du montage, qui est un des membres de l'équipe, part en vacances à la fin de la semaine. Donc, en gros, il oui, nous a dit: «Soit je le monte maintenant, soit je le monte pas». Alors on veut pas non plus le tuer à la tâche, donc s'il est fatigué, faut pas le faire. Mais effectivement, ça de, devrait arriver, très incessamment sous peu. de toute façon, si c'est en ligne avant, ça sera en les commentaires épinglés, bien sûr. Et puis, vous pouvez trouver aussi Thierry par écrit. Pas sur Twitter, quoique des fois, oui, bon, Twitter, hein, voilà, mais surtout sur un site où tu Lisez peux des écrire. articles un peu. Voilà, tu peux écrire sans limite et avec réflexion, etc. On se fait un ciné, point d'interrogation. La réponse est oui. Voilà, la preuve. Et pas Oui, qu'un ciné. le site est en rade depuis 4 jours, mais nul Ah doute mince. que quand la vidéo sera publiée, on aura réussi à régler ce problème d'hébergeur. Oh là là, oui, bon, ça, c'est des problèmes techniques. Mais en tout cas, foncez. Et puis, toujours un plaisir de parler cinéma avec toi, hein, mon cher Thierry, en off ou en on. On. Et puis, nul doute que d'autres aventures arrivent aussi, mais ça, pas de spoiler là-dessus, parce que l'avenir n'est pas écrit. Il faut se méfier de l'avenir, parce que l'avenir n'existe pas. Mais le passé, lui, a existé. Ce film le montre, pour réfléchir sur le présent. Vous me suivez? Tu veux dire qu'est-ce qu'on attend toujours mais qui n'arrive jamais, c'est ça? Ouais, en tout cas, The Intruder, Roger, hey Roger, yes, Roger Corman, que vous connaissez pour plein de films, peut-être pas pour celui-ci, mais en tout cas, foncez. Et bah, il reste plus qu'à faire le mot de la fin. Bah oui, parce que toute bonne chose a une fin, même si la fin n'existe pas. Ça n'a aucun sens ce que je vais dire ici, mais c'est pas grave. À la prochaine. Ciao. Et arrêtez d'être cons, soyez pas racistes.